c'est drôle aujourd'hui parce que ben, c'est parce qu'on se préparait un peu à jaser avec toi à soir. Puis je me suis dit, j'ai ouvert tes trucs, puis j'ai ouvert tes podcasts, puis je me suis dit, moi, je connais rien au portugais. Puis là, je me suis dit, hey, je vais essayer d'écouter en essayant de comprendre. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ressemblent au français. Ouais, en parlant comme ça, c'est différent. C'est plus en lecture que tu peux voir quelques similarités, mais la parole... C'est la Coupe du Monde. Ça, je me rappelle que je m'apercevais que tu disais Coupe du Monde, ça ressemblait. Copa do Mundo. Ok, garde. Puis peut-être dans un autre contexte. Mais j'ai fait le tour de ton channel YouTube tantôt. Moi, j'avais jamais vu ces affaires-là. C'est ça qui est drôle parce que vu qu'on travaille ensemble, c'est comme là, on dirait que je découvre une nouvelle personne. C'est drôle. C'est excitant. Oui. Puis là, j'ai fait le tour du YouTube. Puis il y a une vidéo qui m'a fait rappeler l'affaire des appendices de Monsieur Poel. Donc, je sais pas si tu connais ça, mais je te le montrerai sinon. OK. Je sais pas si je devrais me préoccuper. Ah non, faut que tu vois ça. C'est un classique, ça. C'est une vidéo où tu parles de 5 trucs à éviter en vélo de montagne. Des erreurs. Ouais, c'est ça. T'es comme debout au début, tu fais comme genre 5. Puis là, je pense au bonhomme de Monsieur Poel qui... Les appendices, c'était une émission dans le milieu des années 2000, puis c'était des sketchs comiques. Là. OK. Puis il y avait quelqu'un qui... On va t'envoyer des sketchs de Monsieur Poel, là, tu vas le vraiment... C'est sûr. Puis il faisait comme s'il apprenait... il faisait des cours d'espagnol. Puis, mais tu sais, il dit quelque chose en espagnol qui a aucun sens, mais qui ressemble un peu à du français. Mais il traduit après en français, mais quand tu l'entends... il fait juste dire quelque chose français avec un accent espagnol, mais qui est drôle, mais qui a une traduction bizarre. Puis ils font toujours ils font des décomptes là, dans cette émission-là. Puis... Bon, attends. Ah non! Avec une publicité. Avec la pub. T'as pas la pub est pas YouTube longue, Premium. Non. Puis, fait que ça ressemble à ça. Excusez pour l'interlude. Ça va être super bon en audio, ça. Ça va être excellent. Mais le décompte, c'est pas... J'ai déjà vu ça. Bonjour. C'est trop bon. On va la jouer avant qu'il y ait des droits d'auteur. Ouais, c'est vrai. Mais... mais non, ça serait pas grave. Ça ferait juste démonétiser, puis on n'est pas monétisé. Oups, comme de poche. Mais en parlant de monétisation, j'ai fait de l'argent avec ces vidéos-là. Mais oui, je me souviens d'avoir vu que t'as comme quelques 100 000, si c'est pas plus vu, là, sur celui-là. Genre, il y avait genre... La dernière fois que j'ai regardé ça, il y avait plus que 500 000 visualisations. Ouais, c'était à 618, quelque chose dans le temps. Puis dans le temps, j'ai fait genre, je sais pas, $200 US. Je sais pas, je recevais de l'argent. Peut-être un petit peu plus, mais... Ouais, c'était un petit projet en 2016, je pense que j'ai fait ça. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube parce que, dans le fond, j'adore ça, créer des capsules de contenu pour monsieur, madame, tout le monde, pour laisser les sports plus accessibles aux gens. Et au Brésil, faire du vélo de montagne, c'est vraiment pas facile d'arriver là-dedans si t'es pas né dans un environnement propice. Fait que mettons que tu vois les vélos, tu sais que les vélos existent, puis tu penses j'aimerais faire du vélo dans les montagnes, mais d'avoir cette idée-là et d'y arriver, de trouver une façon de faire, de s'équiper et rencontrer du monde qui font... Parce que c'est pas comme ici, qu'il y a plein de centres de plein air où tu peux pratiquer. C'est plus comme à l'ancienne... avec des sentiers non balisés, non officiels. Fait que si tu connais pas les gens qui connaissent les sentiers, c'est presque impossible de faire le sport. Fait que c'était un peu ça mon intention. C'était d'aider les gens, d'amener plus de gens dans les sports. En portugais, je pense, ce vélo-là, cette vidéo-là. Tout ça en portugais, au Brésil. Il y a assez, pour monter à, mettons, 600 000 vues. Ça veut dire qu'il y a un public assez qui parle portugais. Ah ouais. C'est pas juste au Brésil, là, j'imagine. Là, que mais juste le Brésil est énorme. Là. La population du Brésil est dans les billions de gens. Fait que si tu penses à la petite population qui pratique du vélo, c'est un marché, probablement, je peux pas dire ça avec
parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est probablement un marché plus grand que les marchés du Canada. C'est vrai. Okay. Même si c'est une mini partie de la population, même si c'est genre 1% de la population du Brésil qui fait du vélo de montagne, ou moins, là, c'est probablement... C'est 1%, c'est probablement plus que le marché du Canada, qui c'est un pays reconnu internationalement comme un pays qui fait du vélo de montagne. Fait que, tu sais, donc ça, c'est pour ça aussi que j'ai réussi à avoir une carrière là-dedans, avec un salaire, avec une équipe, avec du support, parce que les marques de vélos vont profiter de ces marchés-là. Fait qu'ils vont s'installer au Brésil. Fait qu'on a toutes les grandes marques au Brésil. On a un bureau, headquarters de Specialized, de Cannondale, puis d'autres marques, Scott, Trek. Il y a des équipes marketing grandes au Brésil et normalement, c'est la base de marketing de toute l'Amérique latine. Donc, quand tu as l'accès aux directeurs marketing de ces marques-là qui sont au Brésil, qui sont proches de toi, là, c'est beaucoup plus facile de vivre dans le sport, finalement. Fait que, c'est un marché plus gros que le Canada, c'est un marché énorme, c'est ça. Fait que ça signifie beaucoup d'argent, dans le fond, dans la marque globale. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Puis je pense qu'avant d'aller plus loin, pour que les gens sachent avec qui qu'on est aujourd'hui, prends le temps de te présenter rapidement. Rapidement, là, tu prends le temps que tu veux pour te présenter. Ouais. Ça va prendre tout notre temps. Non, j'essaie de faire ça rapidement. Bon, mais je m'appelle Viviane Favry-Costa. J'ai 39 ans. Je suis née au Brésil, à São Paulo. Et j'habite ici à Québec, ça fait... De façon permanente, 3 ans. Mais je suis avec mon conjoint, ça fait 6 ans. Mon conjoint est québécois. Et on s'est rencontrés à cause du vélo de montagne dans une course. Lui, mon chum s'appelle Raphaël Gagné, puis il était aux Jeux olympiques en vélo de montagne pour le Canada en 2016. Et on s'est rencontrés au championnat panaméricain au Mexique. Ça, c'est une histoire cool quand même, en 2019. Puis, côté professionnel, moi, j'ai un bac en marketing et communication et j'ai travaillé pendant 10 ans dans ça. Et fait que de 18 à 28 ans. Puis à 28 ans, j'ai commencé à faire plus de vélo de montagne. Et j'étais championne nationale de cross-country marathon. Et j'ai eu des résultats quand même intéressants au niveau national et un petit peu international. Puis j'ai eu l'opportunité de joindre une équipe UCI professionnelle en Europe en 2016. J'ai eu cette invitation-là. Fait que j'étais la première brésilienne femme à signer un contrat professionnel avec une équipe professionnelle de vélo de montagne. Et ça m'a vraiment permis de vivre les sports en haute performance et plonger là-dedans et comprendre c'est quoi qu'il y a en arrière de tout ça. Mais, il faut dire, j'ai commencé à faire du vélo, j'avais 25 ans. 24-25 ans. Fait que c'était quand même il y a toute une histoire en arrière de ça, là, mais disons que avant que je prenne ma retraite, comme avec ma carrière éphémère comme athlète professionnelle en vélo de montagne, j'avais jamais vu une course de vélo de montagne en personne. J'ai juste vécu des courses de vélo de montagne. Fait que c'est une histoire complètement différente de comment on voit la longévité dans les sports puis comment commencer dans les sports. T'avais pas assisté à des courses avant comme spectateur? Là. Non. C'était en participant à des courses que je me suis piquée, là, j'ai eu la piqûre, puis j'étais comme, j'aime ça, je veux faire ça plus, puis le plus que je faisais, le plus que j'avais plus de résultats, puis que j'ai poussé plus et j'apprenais plus. Et c'était comme ça avec une course de cross-country. Moi, j'étais focusée plus vers les marathons. Les marathons, il est plus fort au Brésil que les cross-country. Bon, les marathons et cross-country aussi, mais que les cross-country olympiques. Et j'ai fait ma première course de cross-country.
J'avais même pas vu une course de cross-country. Donc, c'était tout dans l'expérience. C'est toujours au niveau élite. Fait que j'ai pas eu l'opportunité de vivre une base dans les sports. Et, mais comment tu as commencé le vélo à 25 ans? J'ai commencé le vélo à travers... C'est parce que j'ai fait des raids d'aventure. Et pourquoi j'ai fait des raids d'aventure si tard aussi, c'est... Dans le fond, je viens d'une famille d'entrepreneurs et d'un environnement très machiste, très... c'est quoi les mots? Très patriarcal. Et il y avait une idée de... Il y a une pression pour suivre un chemin, puis tu peux pas trop sortir de ce chemin-là, tu sais. Mm-hmm. Puis, donc moi, je suis les chemins qu'on voulait que je suis. Et donc, j'ai fait mon bac et j'ai travaillé dans les marchés, puis j'ai travaillé un peu dans l'entreprise familiale aussi. Et c'est juste quand j'ai eu un petit peu plus d'indépendance financière, mais aussi plus une dépendance de moi-même. Là, dans un moment, j'étais comme, j'ai besoin d'être heureuse dans ma vie. Je peux pas juste faire les choses que les autres veulent que je fasse. Que j'ai commencé à faire plus de sport. Parce que le sport était toujours ma passion, depuis que je suis très petite. Mais il y a personne dans ma famille qui fait du sport. Personne, mais même pas proche. Là. Le sport où j'ai grandi était considéré comme un loisir. Mm-hmm. C'était pas une partie importante de l'éducation, faire du sport. Du sport, c'est plus pour les gens qui veulent pas travailler, les gens paresseuses. Puis... C'était pas pour la santé. Non. Genre, c'est le fun, tu peux faire un petit peu de sport, mais pas trop, tu sais. Et moi, j'ai rêvé d'être athlète, d'aller dans la nature, d'aller dans les montagnes, puis je voyais des choses dans la télé et dans les magasins, puis j'étais genre, je capotais, puis j'avais vraiment une envie énorme d'aller explorer ça, mais comment? Je connaissais personne qui faisait ça. Donc, j'ai commencé à courir dans un club de course proche de chez moi. Et dans ces clubs de course que j'ai rencontré du monde qui faisait des courses de trail running. Mm-hmm. Puis là, je me suis connectée avec ces gens-là. Je dis, j'aimerais aller m'entraîner avec toi quand tu vas faire du trail running. Tu fais ça où? Parce qu'il faut... Moi, j'étais à São Paulo, là, c'est une grande ville. C'est une ville de 20 millions d'habitants. Une population énorme. Puis c'est déjà attaché à toutes les villes qui sont autour, fait que ça devient une métropole de 40 millions de personnes. C'est énorme, là. Fait que tu as besoin de prendre ton auto pour aller dans les montagnes, sortir de la ville, puis il y a du trafic, puis c'est pas nécessairement sécuritaire. Donc, je me suis jumelée avec d'autres mondes qui faisaient ça déjà, puis je commençais à sortir pour faire du trail running. Puis là, j'ai découvert les raids d'aventure, tu fais du trail running, du vélo de montagne, du kayak ou des choses dans l'eau et des techniques verticales. Fait que normalement, c'est du rappel. Et il y a le côté navigation. Tu as besoin de naviguer sur le terrain. Puis là, j'ai trippé. J'étais comme, wow, ça, c'est ça que j'ai toujours voulu faire, là, aller explorer la nature. Donc, j'ai commencé à... Et c'est toujours en équipe. Donc ça, c'était parfait parce qu'il y a du monde qui pouvait m'initier là-dedans. Donc j'ai trouvé une équipe qui m'acceptait avec mon faible niveau de vélo. J'étais vraiment pas bonne. J'étais pas capable de monter ou descendre en trottoir sans tomber. Et aussi... Mais j'avais un bon niveau de course à pied. Donc ça... Et aussi, j'étais une guerrière, là. J'allais jusqu'à la fin. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis à cause de ça, que j'étais trop pas bonne en vélo, que j'ai commencé à m'entraîner en vélo avec ces amis-là des raids d'aventure. Fait que les autres m'ont dit, non, il faut qu'on s'entraîne. Puis à cause de ça, j'ai compris qu'il y avait du monde qui donnait des cours de vélo de montagne. Puis là, ça, c'était une histoire c'était le début de tout. Puis j'étais fascinée avec la technique en vélo de montagne. J'étais fascinée avec l'idée que je pourrais devenir meilleure en pilotant mon vélo. Et ça m'a touchée profondément, puis c'est toujours très fort.
Et c'est le début de mon histoire avec le vélo de montagne. Fait après ça, c'était comme, OK, au lieu de faire des raids d'aventure, je vais faire juste des courses de vélo. C'est beaucoup plus facile, c'est juste un sport. Et plus autonome aussi, individuel. Puis là, j'ai rencontré du monde qui faisait juste du vélo de montagne et j'ai eu ma première entraîneur en vélo de montagne. Elle s'appelle Adriana Nascimento, qui c'est une grande championne en vélo de montagne au Brésil. Et c'était ma grande mentor. Et ça, j'avais 24-25 ans. Puis là, dans 4 ans, ça m'a tellement rempli, ça a donné un sens dans ma vie. C'est comme si avant, j'étais perdue, puis quand je commençais à faire du vélo, je me suis retrouvée, genre. Puis il y a la Viviane avant et la Viviane après, tu sais. Puis même les amis, les cercles sociaux, j'étais complètement... j'avais trouvé ma place, tu sais. Puis là, donc j'ai tout donné, tu sais, quand il y a un besoin profond de se retrouver, puis de trouver sa place, puis ta façon d'être, c'est comme si tu trouves plus d'énergie pour faire les choses. Donc j'avais énormément d'énergie pour travailler à temps plein et m'entraîner à 5 heures le matin. Et prendre l'auto et voyager les vendredis soirs pour aller dans les montagnes, pour m'entraîner samedi, dimanche en vélo de montagne, pour revenir dimanche soir, pour recommencer la semaine de travail, puis m'entraîner 3 fois par semaine à 5 heures le matin. Fait que c'était très tough, mais c'était le début de tout ça. Mm-hmm. Comment tu fais pour t'entraîner en ville, dans une place, dans des grandes villes comme ça? C'est ça. Tu as besoin de te réveiller très, 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 très tôt avant les trafics. OK. Et c'est souvent au campus de l'université locale. Donc, c'est comme si ici à Québec, il y avait juste le campus de l'Université Laval pour s'entraîner avant les trafics. Okay. C'est la seule place sécuritaire. Tu fais des ronds sur le campus. Tu fais des ronds. Puis là, tu connais les côtes dans le campus, tu es capable de faire des intervalles en montant. Puis là, São Paulo, c'est une ville quand même avec beaucoup, beaucoup de dénivelé. Fait que le campus de l'Université de São Paulo est quand même très grand. Et c'est fou, là, aujourd'hui, quand tu vas à 5 heures le matin, il y a des milliers de cyclistes. C'est devenu tellement populaire. Mais moi, quand je commençais, c'était genre, on était, je sais pas, 100, 150, 200. Ben, quand même. Okay. Mais c'est ça. On est coincé là-dedans. Puis il faut partir avant que ce soit trop tard, sinon tu vas prendre... Sinon, c'est dangereux aussi. Ouais. Dangereux parce qu'une fille tout seule ou... J'étais toujours accompagnée. Donc, j'avais des amis. On s'organisait par des quartiers. Fait que dans mon quartier, j'avais 2 amis qui habitaient proches. Fait qu'ils venaient me chercher en vélo. On partait en vélo. On faisait l'entraînement ensemble, puis on revenait en vélo ensemble. Ça, c'était vraiment le fun, là. C'était une activité sociale. Puis on se sentait comme dans la ville, mais des êtres un peu... on n'appartient pas au monde normal. On est un peu bizarre. Tu sais, quand en allant à l'entraînement à 5 heures le matin, tu croises des gens qui sont en train de partir du bar. Tu sais, on fait la partie toute la nuit, toute la soirée, puis ils sont un peu chauds dans la rue. Ça, c'est dangereux s'ils sont en train de conduire. Fait qu'on faisait hyper attention. Mais en même temps, c'était drôle de temps en temps. On riait beaucoup. Fait que, ouais. Fait qu'il n'y a pas de vélo de montagne proche de la ville pour la semaine. Là. Le vélo de montagne, ça veut dire tu pars la fin de semaine puis tu t'en vas plus loin. Si un jour, si tu es libre parce que ça va te prendre au minimum 1 heure quelque chose en auto pour s'y rendre. Après ça, tu fais ton entraînement, c'est ça, tu reviens, ça prend plus que la moitié de la journée. Bon, fait la petite run de soir, ça, c'est... Impossible pour faire du vélo de montagne. Ouais, non. Okay. Ouais, non. On vit dans un monde choyé où est-ce que sur l'heure du dîner, on fait du vélo de montagne en télétravail, ouais. Quand tu penses à ça. Là. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Fait que, si tu me demandes, Viviane, est-ce que tu trouves difficile la météo du Québec? Pas plus que vous, puis aussi en arrière de ma tête, il y a tout ça que j'ai ici que j'ai pas chez nous. C'est une liberté énorme de vie, de faire du sport n'importe quand, puis on est en sécurité et je peux être toute seule aussi. Oui, tu peux être toute seule au centre-ville à Québec, puis... Ouais.
Je peux marcher avec mon téléphone dans ma main, puis en train de regarder la carte pour naviguer pendant que je marche dans la ville, puis personne ne va voler mon iPhone, tu sais. Mais chez nous, on peut pas faire ça. C'est là qu'on se rend compte qu'on est bien quand même ici. Ouais. Comment étaient tes premières hivers, tes premières expériences de sport d'hiver, mettons? J'étais très motivée et curieuse, mais j'ai beaucoup tombé. Sûrement. C'est humbling, comment on dit ça en français? C'est d'apprendre un sport de zéro, c'est très... ça prend de l'humilité. Ouais. Ouais. Surtout quand t'es bon dans d'autres sports. Oui, genre, t'es déjà rendu à un certain niveau, puis là, oublie tout ça, puis il faut que tu sois gentil avec toi-même. Puis moi, je pense que j'ai fait une bonne job avec moi-même. Moi, j'étais comme, I don't care. Je suis là pour apprendre, puis un jour, ça va, un jour, je vais réussir. Puis j'ai juste pas désisté. Je continuais, et maintenant, je suis capable de faire du ski de fond. Mais je faisais déjà du ski alpin. J'étais choyée dans ma vie. J'ai eu l'opportunité de faire quelques trips, quelques voyages de ski en famille. Fait que j'ai appris à faire du ski. Donc, quand je suis arrivée ici, je savais déjà comment faire du snowboard et de la planche à neige et du ski. Mais le ski de fond, c'était tout un défi. C'est déjà un défi quasiment en début de saison quand on recommence. Fait que... Moi, je compare toujours le ski de fond à... Tu prends un chevreuil, là, puis tu l'envoies sur une patinoire. C'est ça, le ski de fond. Oui! Chaque début de saison, moi, quand je pars, je suis comme... J'ai perdu mes repères. Les skis sont ça de large, ça tourne pas. Ouais, c'est tellement bizarre. Ouais. C'est un peu ça. C'est la même chose pour moi. C'est confortant de savoir que tu penses ça aussi. Non, puis c'est sûr que si tu avais déjà glissé en ski alpin, là, tu pars avec quand même... Une base. Ben oui, là, même si c'est pas pareil du tout. Là. Mais le défi pour moi, c'était, oui, la glisse, parce que ça glisse d'une autre façon, et il y a une coordination de transfert de poids, etc., mais la coordination avec les bras. En vélo, on n'a pas ça. Fait que de coordonner les bras avec les jambes, c'était quelque chose. Tout en style, assurément. Ouais. C'était quoi la place des femmes en vélo au Brésil? C'était-tu... parce que tu disais que c'était dans un monde plus patriarcal. Est-ce qu'il y avait une place vraiment pour les femmes en vélo? Ou c'était... C'est pas très bien vu. C'était pas... c'est pas comme... Mon papa était vraiment pas fier de moi quand je commençais. Je l'étais vraiment déçue. Il détestait les vélos au début. Il était vraiment pas content. Donc, ça donne une idée. Genre, c'était une fille qui fait du vélo de montagne, qui va dans les bois, qui va souvent toute seule faire des choses autonomes, puis c'est dangereux, puis s'il arrive quelque chose à moi, c'est ma faute. C'est souvent ça qu'ils vont dire, que les gens vont dire. Genre, c'est triste, mais par exemple, il y a une femme qui est allée faire un voyage, un cyclotourisme, puis elle était morte en Venezuela. Et les gens disent c'est sa faute. Mais elle a le droit de faire du vélo, tu sais. Fait que c'est ça que c'est blessant, puis les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça fait avec nous. Mais mon père, il a changé d'avis quand j'ai gagné mon premier championnat national, puis qu'il y avait des amis de lui qui m'écoutaient à la radio, qui avaient vu mes vidéos ou lu un texte, parce que moi, je faisais beaucoup de contenu. Puis là, mon nom est devenu connu. Et aussi, j'ai choisi... Mon nom, c'est Viviane Faveri-Costa. Costa vient de mon papa et Faveri vient de ma maman. Fait que j'ai choisi Viviane Faveri pour raccourcir mon nom, et parce que Faveri, c'est plus différent. Et mon papa, il n'était pas content moi, je n'utilise pas son nom dans mon nom de travail, entre guillemets. Puis, mais quand mon nom, Viviane Faveri, était connu, que les gens ont compris Viviane Faveri, c'est ta fille! Waouh, bravo, sa fille est incroyable! Fait que c'est ça qui l'a fait changer d'idée. Puis ça a changé depuis le temps en général là-bas, le sport chez les femmes, ou il y a encore un peu cette... ça a changé, c'est beaucoup mieux. Donc, les femmes cyclistes sont beaucoup plus respectées maintenant qu'avant. Avant,
Et il y avait on entendait beaucoup de commentaires, tu sais, quand les hommes passent des commentaires. Et ça arrive moins souvent, surtout quand on a des vêtements collés, etc. C'est vraiment... c'est dégueulasse, hein, qu'on entend des choses comme ça. Mais on a plus de respect et on a plus de place. Il y a plus les marchés, dans le fond, c'est beaucoup... Les marchés à embrasser les femmes, puis ils nous ont donné beaucoup de support. Fait que les marques, puis les événements, et des groupes de filles, de femmes, des sorties des femmes, puis beaucoup d'hommes qui appuient les mouvements des femmes. Fait que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça fait une grosse progression. Par contre, j'allais ajouter quelque chose que j'ai oublié maintenant. Puis, fait que si j'ai oublié, je pense que c'est pas important. on va garder avec l'aspect tu as réussi à courir quelques années professionnelles. Ça veut dire que tu avais un salaire, puis tu réussissais à vivre de ça. Ouais. Avec, j'imagine, tes à côté de contenu, puis des petits travails à gauche, à droite. Ouais. Avec le 200$ de YouTube. Oui, dollars, ça a vu beaucoup en réels. Au début, mon premier contrat avec l'équipe européenne, j'avais pas de salaire, mais ils payaient tout. J'avais aucune dépense. Fait que quand j'ai accepté le contrat, j'ai déménagé chez mon père pour l'année, pour pas avoir de dépenses, mais j'étais tout le temps partie. Okay. Fait que j'avais pas de dépenses fixes. Mm-hmm. Et quand j'étais chez nous, j'étais chez mon père, puis au Brésil, la famille est très proche, fait que mon père, il était très content que j'étais chez lui. Ça lui faisait plaisir de me voir quand j'étais chez eux. Puis, donc ça, c'était au début. Après ça, j'étais un peu plus organisée, puis j'avais des commanditaires personnels. Et ensuite, quand j'ai switché d'équipe et j'ai commencé à travailler avec Canada au Brésil, là, j'avais un salaire, un vrai salaire, plus tous les commanditaires personnels. L'équipe européenne, ça veut dire que tu passais une partie de temps en Europe à camp d'entraînement avec l'équipe, j'imagine? Oui, on avait des projets, des camps d'entraînement. Okay. Je passais moitié de l'année en Europe. Ah, ça doit être une belle période. Là. C'était vraiment hot. C'était incroyable. J'ai rencontré du monde c'est vraiment malade parce que quand je vais à la Coupe du Monde, je vois les gens, on se reconnaît, on se revoit. C'est le fun. Waouh, j'ai vécu ça. Mais en même temps, j'étais avec une équipe allemande et c'est pas nécessairement la philosophie la plus saine, tu sais. Et j'étais un peu trop isolée et j'ai raconté tantôt que je commençais beaucoup dans l'aspect social du sport. J'étais toujours avec du monde. Puis là, quand j'ai devenu professionnelle, que je suis allée en Europe, je me suis rendue toute seule. Surtout en Allemagne, où les gens sont pas ouvertes. Donc, j'avais pas du monde avec qui jaser, avec qui parler. C'était très difficile de me connecter avec du monde. Une fois, je suis allée faire un camp d'entraînement en altitude en France. Puis j'arrive à l'endroit, puis j'étais toute seule dans la montagne parce que c'était pas la saison des skis. Fait qu'il y avait personne, là, j'avais peur. J'étais dans une station de ski, ça s'appelle Vojani. C'est juste de l'autre côté de l'Alpe d'Huez. J'étais la seule personne, à part une équipe des patins artistiques, parce qu'il y avait un anneau. Un anneau. Et j'avais peur, là. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est... Fait que je me suis rendu compte aujourd'hui, avec la maturité, avec le temps, je me suis rendu compte que je me suis éloignée de ce qui m'a amené dans le sport pour m'entraîner en haut niveau, mais ça m'a enlevé tous les plaisirs. Et ça a sûrement raccourci ma carrière. Okay. Ouais. Tu sais, parce que rendu justement à plus haut niveau, le sport est comme vraiment plus individualiste. Que le trip d'équipe, là, peut-être avec un niveau, une petite affaire plus bas. En fait, probablement que c'est un peu chacun pour soi avec ses performances. Un peu chacun pour soi. Mais tu vois, les athlètes qui ont une partie... Quand tu vas analyser un athlète bien succédé, un athlète des médailles d'or ou médailles dans les Jeux olympiques, si c'est un athlète équilibré, mettons, parce qu'il y a aussi des athlètes qui vont faire sans médaille, puis après ça vont faire une dépression, puis
comme Jenny Reesveds, par exemple. C'est elle, j'avais en tête. Ouais. Donc, elle n'était pas équilibrée dans sa vie. Il y avait de quoi qui manquait là-dedans. Mais quand tu vois un athlète, Nino Schurter, par exemple, c'est une personne qui, tous les aspects de sa vie sont connectés et supportent sa vie professionnelle. Nino, c'est sûr que si tu enlèves un détail important, un de ses pilars, soit la famille qui va s'éloigner ou il va plus être capable de faire sa passion, que c'est, je sais pas, piloter des hélicoptères. Si tu enlèves des trucs là-dedans, c'est sûr qu'il ne reste pas dans les sports. C'est sûr. Pour lui, c'est pas all or nothing. C'est plus, il faut que je sois heureux ici. Il faut que ça ait du sens au complet. Mm-hmm. Et donc, ça vient c'est le sport de la famille, c'est moyen de s'entraîner, moyen de rester dans le sport de façon que tu trouves fluide puis que ça a du sens. Mm-hmm. Donc, c'est ça la recherche des athlètes. Ils sont tout le temps en train de trouver les piliers importants pour rester dans le sport et d'équilibrer les choses. Et moi, quand j'analyse ma carrière, je vois qu'il manquait une énorme partie là-dedans, que c'est la famille, le support une feeling que j'étais supportée dans le corps des choses que je faisais, tu sais. Mm-hmm. Et c'est pas parce que ma famille m'aimait pas, les m'aiment au bout, puis ils vont faire tout pour moi, mais c'est juste que leur réalité, ils sont trop éloignés de ça. Tu sais, c'est pas partie de... Ouais. Mm-hmm. Okay. C'est une autre réalité, ouais. Y avait-tu comme, tu sais, dans ces équipes-là, tu sentais-tu une pression ou une rivalité entre les athlètes tu sais, c'était-tu une équipe où les gens sont ensemble ou, tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup le documentaire Netflix sur le Tour de France, ouais. Là. Je sais pas si tu les as écoutés, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a du tout et rien, là. Tu vois que dans des équipes, il y en a qui se tiennent, il y en a qui sont en compétition sans arrêt. Il doit avoir ça à gérer aussi dans l'équipe en disant, ben moi, je veux faire l'équipe l'année prochaine, je veux pas être... Oui, puis peut-être que tu commences, puis tout est beau, et puis au milieu de saison, il y a quoi qui se passe dans la vie de tous les jours avec ton coéquipier on commence à accrocher, surtout avec les filles, là, c'est un peu plus touché parce qu'on est plus vulnérable. Je ne veux pas dire vulnérable, en plus c'est sensible. Puis moi, j'ai eu sûrement de situations là, avec une coéquipière en particulier, mais elle est devenue une grande amie. Aujourd'hui, on se parle, puis on a beaucoup de beaux souvenirs, mais je me rappelle d'avoir un petit moment où c'était difficile. Mais elle était... Avec elle particulièrement, ça n'a jamais affecté dans la course. Par contre, j'ai eu des amis, mettons, en voulant dire, ça n'a pas affecté la course, en voulant dire, on s'est pas... On n'était pas proches dans la course, elle était meilleure que moi, puis dans un moment donné, je l'ai dépassée, fait qu'on n'était pas proches en train de se battre dans le parcours. Mais il y a une autre histoire avec une autre amie, que je pensais que c'était une grande amie, qu'elle était beaucoup meilleure que moi, mais moi, quand j'ai réussi à arriver à son niveau, atteindre son niveau, puis qu'on a commencé à se battre par position, les choses ont changé. Puis elle était plus mon amie, puis elle a fait des moves pas beaux dans la course, tu sais. Fait que là, j'étais un peu avec les cœurs brisés parce que j'attendais une autre chose. Oh, c'est fou, pareil. Ouais. Donc là, tu as fait quelques années avec une équipe européenne, puis l'équipe Cannondale, après, c'était une équipe brésilienne? Oui. Et puis avec Cannondale, j'ai resté de 2018, 19, 20, 21, 22. Donc, 5 ans comme athlète. Et après ça, 2 ans. Les 2 dernières années, j'étais plus ambassadrice. J'avais pas de demande de performance. C'était plus... Je faisais mon affaire, puis il me supportait. C'est dans les années d'Avancini, ça? Oui. Je ne sais même pas s'il est encore... Oui, il est encore là. Avancini, il a pris sa retraite, entre guillemets.
Et du vélo de montagne, il a pris officiellement sa retraite, mais maintenant, il fait des courses de route. Il a fait un switch. C'est pour ça. Okay. Ouais, il est dans une équipe pour s'essayer un peu. Okay. Mais oui, on s'est côtoyé tout le temps, on se connaît. Parce que ça a dû aider d'avoir une image aussi forte dans un pays comme ça, d'amener du monde dans le vélo. Là. Ouais. On l'a vu au Québec, là, on a eu des années super fortes en fonction des athlètes qui étaient au niveau international. Ça fait toute la différence. Pour les filles, pour les femmes, là, ici au Québec, au Canada, on a des femmes qui... Catherine Pendrell, Emily Betty, là, c'est phénoménal à partir de ces femmes-là au niveau... Maintenant, avec Raph Carrier, ici au Québec, qui est en train de faire des performances exceptionnelles. Puis elle n'est pas toute seule. Là. On a Lily Rose et Maude Ouellan juste très proches. Ouais. Ça fait toute la différence pour encourager des filles. Tu sais. Mais chez nous, Enrique Avancini, il a fait un travail... C'est immensurable, ce qu'il a apporté au vélo de montagne. Mais ça, ma valeur en tant qu'athlète était plus grande, même en tant que femme, à cause de lui dans le sport. Je comprends. Parce que mon père, par exemple, des gens comme mon père voyaient Enrique et pensaient « Wow, ma fille, elle fait la même chose. Tu sais, oui, c'est le même parcours, j'ai fait les mêmes obstacles. Fait que ça met les choses en perspective, c'est que ça aide beaucoup. Puis, il était-tu, aussi, malgré, il y a quand même l'image qu'il projette, qui est un côté plus batailleur, je veux pas dire, ou peut-être des fois arrogant un peu, fait que j'ai pas l'impression que ça t'ennuie, en tout cas pas au Brésil, mais il y avait souvent des comment je pourrais dire, c'est débattable. Il y avait beaucoup de frictions avec certains coureurs, là, mais des fois, il suffit 1 ou 2 événements, puis il est étiqueté comme ça, là, mais... Ouais. Dans le fond, avant qu'il aille cette c'est quoi le mot? Réputation internationale. Il avait déjà une petite réputation au niveau national, tu sais. Okay. Mais quand même, là, c'est comme si, dans un moment donné... Pas ses qualités de coureur, là, mais est-ce qu'on se rappelle de lui, de la personne, un petit peu l'arrogance. C'est présente. Mais moi, personnellement, avec lui, il était toujours gentil avec moi, son père aussi. Si je peux dire des choses que j'ai vues, internes, genre, je vais partager des choses très, genre, j'ai jamais parlé de ça publiquement, parce que moi, je suis communicatrice au Brésil, fait que c'est des choses qu'on va pas parler. Mais vu que c'est... Il y a aucune chance qu'il écoute. Je pense pas qu'il va écouter ça. Mais tu sais, c'était pas... Ouais, mais par exemple, il avait déjà un certain niveau international, puis on trouvait qu'il partageait pas les choses avec les autres. T'sais, il gardait un peu la connaissance pour lui-même. Donc ça, c'était une chose que... il y avait du monde, des athlètes qui pensaient pas ce serait le fun qu'on soit plus proche, qu'on partage, qu'on s'entraîne ensemble, mais il était toujours très très focusé sur sa carrière et il croyait beaucoup dans sa façon de faire les choses, je les respecte aussi. Mais dans l'équipe Caloi, par exemple, qu'il a montée. Et moi, j'avais un contrat avec Cannondale, puis il a pris le lead pour gérer l'équipe de performance Cannondale. Et moi, j'étais touchée. J'étais la première personne à être touchée par ça, parce qu'il a dit « Elle est trop vieille pour notre équipe et elle performe pas au niveau qu'on veut, fait qu'on n'a pas besoin d'elle dans l'équipe. » T'sais, fait que j'étais pas réengagée pour l'équipe l'année suivante, mais Cannondale voulait pas me laisser aller, fait qu'ils m'ont offert d'autres choses qui étaient très intéressantes aussi, mais j'avais plus le support d'équipe. Là, j'avais besoin de créer mon propre support pour les courses. Donc, j'étais une personne qui était touchée directement par cette façon de faire les choses. Fait que je peux parler pour moi-même. Puis je pense que d'arriver à ce niveau-là, sans excuser le côté arrogant, mais souvent ça doit venir avec beaucoup d'anxiété aussi. Là, de performer ce niveau-là.
moi, je serais le genre à embarquer beaucoup dans ma bulle, puis, tu sais, être stressé de tout, là. Ouais, vouloir tout contrôler. Ouais. Bon, moi, je me vois là-dedans, oui, ça m'a donné beaucoup d'anxiété, à moi. Mais si on parle d'Enrique D'Avancini, je vois pas une personne anxieuse là-dedans. Ouais, je vois vraiment une personne hyper... avec une estime de soi énorme. Fait que... Puis il faisait confiance à sa façon de faire, très analytique. Très, très, très analytique avec les données, avec les choses. Fait que très capable d'analyser la situation, puis prendre des décisions froides, avec la tête, tu sais, froide. Mais il a quand même appris des choses, des bonnes choses dans sa vie, parce qu'à Rio, il n'a pas fait de bons Jeux olympiques. Ça l'a vraiment affecté émotionnellement, puis on voit dans sa trajectoire et des choses qu'il a déjà partagées avec la média, que ça l'a fait aller chercher de l'aide, du support mental. Fait que il a une personne qui fait toute son comment qu'on dit de mental performance, performance mentale. Et ça l'a vraiment mis dans la bonne place pour arriver où il est arrivé, là. Mais c'est drôle, j'ai des choses... C'est bittersweet, ma relation avec lui, parce que j'ai raconté quelque chose un peu bitter, un peu amer, mais la partie sweet, douce, c'est que quand il a gagné la Coupe du Monde, c'est moi qui était au micro pour Red Bull. Fait que j'ai participé à la diffusion de cette course-là. J'étais commentatrice pour Red Bull pendant 3 ans. Et c'était malade. Ben, j'espère. Ouais. Puis quand il a gagné, c'est comme si moi j'avais gagné avec. Puis ça sortait dans mes émotions. Puis c'est devenu du public. Les gens se sont sentis aussi représentés dans ma façon de faire le commentaire. Et il y a des vidéos qui sortent à chaque année, qu'il y a Nove Mesto, les vidéos de son arrivée avec mes commentaires. Je vais aller chercher ça, c'est ça. C'est vraiment fort. Qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé avec un contrat comme ça? C'est de fil en aiguille ou en contact? C'est mon curriculum d'une personne qui est dans les sports, mais qui fait plein de contenu. Fait que j'avais déjà... Pendant 3 ans, j'étais dans la radio. Là, je faisais des contenus à la radio. Des capsules de vélo de montagne. OK. De vélo. C'était pas spécifique en vélo de montagne, mais c'était pour amener le cyclisme plus proche des gens, monsieur, madame, tout le monde. Et plus mon blog, plus les YouTube, plus des choses que je faisais pour mes commanditaires. Donc, j'avais déjà une présence médiatique. Et quand Red Bull a décidé de faire les transmissions locales dans la langue du pays à cause d'Avancini qui gagnait des courses, qui était en train de performer, ils ont décidé ils ont commencé une recherche qui peut faire... ils cherchaient un animateur et un commentateur. C'est toujours en duo. Et mon nom, il y a du monde mon nom a sorti dans quelques personnes ont donné mon nom et ils m'ont contacté. Puis au début, quand ils m'ont contacté, c'était janvier 2020. Je me sentis... comment qu'on dit? Offended. Je me sentis blessée. J'étais comme... Voyons, moi, j'ai planifié d'aller à ces courses-là. Là. Moi, mon plan cette année, c'est d'aller faire les Coupes du Monde. OK, tu étais encore en planification de courir, là. Oui, c'était janvier 2020. J'avais toute une saison devant moi, là. Puis j'avais des ambitions grandes. Et quand j'ai eu l'invitation pour faire les transmissions, les Red Bull, j'étais comme, mais si j'ai fait ça, je peux pas aller faire la Coupe du Monde. J'étais comme, vous pensez que ma carrière est finie? Ma carrière vient juste de commencer, là. Je commence, là. C'est ça comment je me sentais. Mais Raph, mon chum, on était déjà ensemble, il a dit, mais c'est une belle opportunité, là. Je pense qu'il voyait un petit peu plus dans le futur, puis aussi avec sa vision différente de la mienne de sport, il voyait que j'avais pas besoin de nécessairement faire des Coupes du Monde pour être dans les sports et
peut-être pour moi, faire du Coupe du Monde ne faisait pas de sens parce que j'étais encore en train d'essayer de ne pas me faire laper, tu sais. Fait que... Mais clairement, tu avais un impact plus grand, je dirais, à aller faire ce contrat-là avec Red Bull. Puis, tu sais, ça élargit un peu ta sphère du vélo aussi. Là. Grand impact comme influenceuse que c'est ça, comme cycliste. Ouais. Fait que je l'ai accepté. Mais là, la pandémie a commencé. Fait que les Coupes du Monde étaient mis en pause. Ouais. Et moi, j'étais ici. Finalement, tout a changé. Et finalement, j'ai jamais continué ma carrière. Mais t'as fait 3 ans avant de t'en venir ici ou il y en a que t'as fait à partir du Canada? Pendant que j'étais ici, c'était toujours à les studios au Brésil. Fait que pendant la pandémie, j'avais besoin de partir au Brésil, faire ça. Et c'était dans un studio. Même quand il y avait des Coupes du Monde au Brésil, j'étais pas où la Coupe du Monde. J'étais dans un studio Red Bull à São Paulo. Et c'est vraiment drôle. Les studios Red Bull, c'est à 2 km de chez ma mère. OK. Ah, OK, ouais. Oui. Fait que, toute proche. Fait que là, tu étais déjà revenu. Je me souviens que vous faisiez un peu des allers-retours. Là, je me souviens de la pandémie. Là, on se connaissait pas, mais je connais Raphaël depuis longtemps. Là, puis je me rappelle que lui aussi, vous faisiez pas mal des allers-retours de chaque côté. Fait que tu vivais encore en partie là-bas ou tu avais... Oui, fait que c'était pas... La pandémie a accéléré notre relation. Et dans un moment donné, on a décidé qu'on voulait habiter ici plutôt qu'au Brésil, mais en même temps, j'avais toute une carrière au Brésil. J'avais, au Brésil, c'est pas Viviane, la blonde à Raph, c'est Raph, le chum à Viviane, tu sais, puis c'est pas évident de faire le choix d'abandonner toute ta carrière pour recommencer ailleurs. Fait que ça a pris du temps, puis dans un moment donné, j'ai compris aussi que pour moi, c'est vraiment important de me connecter localement et c'est impossible de faire ça sans dominer la langue et c'est impossible d'apprendre le français si je ne vis pas en français. Donc, j'ai décidé de couper tous mes liens avec le Brésil au niveau professionnel pour pouvoir me consacrer à la construction de ma vie ici. Et ça, c'est... Ce qui est fou, mais tu me corrigeras, mais 2019, tu parles pas français. Non. Pas du tout. 2020, encore pas, là. On est juste 5 ans plus tard. Bon, je veux dire, on s'entend que ton français il est presque parfait. Là. C'est impressionnant en 5 ans. Là. C'est gentil. En tout cas, moi, en 5 ans, j'aurais pas participé à un podcast au Brésil, clairement. Ouais, merci de dire ça. Puis je suis vraiment fière d'être ici et être capable de parler en français et de comprendre des blagues en français. Ouais. Moi, j'avais déjà... Je sais pas pourquoi. Peut-être quand... je connais Raphaël depuis longtemps, fait qu'à un moment donné, j'avais... où je te connaissais de nom, là, je veux dire, j'avais quand même une idée de ton background, pas au point, puis tu sais, monsieur, on en a parlé ensemble au salon du vélo un peu, là, la soirée qu'on a faite dans le kiosque d'Empire 47. Tu sais, je veux dire, Instagram, de 45 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Les Québécois savent pas l'influence que t'as ou t'avais au Brésil. Ça doit être quand même un step de dire, tu sais, rebâtir ça ici, tu sais, il n'y a personne qui va avoir connu ton passé, tu sais, quoique ça a quand même une influence sur ta carrière. Puis tu m'as dit quelque chose, puis si tu me permets, mais je pense que c'était pas une confidence, mais tu m'as dit quelque chose au salon du vélo qui m'a vraiment marqué. Tu m'as dit, moi au Brésil, dans un salon comme ça, ouais, je tape sur la table. Tu m'as dit... Ouais. Tu m'as dit au Brésil, moi, dans un salon comme ça, on me payerait, on m'inviterait, puis là, les gens viendraient me voir. Puis tu me souviens, tu m'as dit, là, je suis dans le kiosque d'Empire 47, personne, je suis qui, tu sais. Mais c'est fou que les gens savent pas ça. Oui, c'est ça. Genre, il y a eu... Genre, ça arrive parfois que je suis à São Paulo, puis les gens disent « Hey, Viviane, je te connais, je te suis, tu sais. » Même ici. Même ici, les Brésiliens ici, c'est déjà arrivé. Mais c'est dans le monde du vélo de montagne, mais où j'étais une vedette. Là. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, aussi, on vieillit. T'sais, Raphaël a été longtemps une vedette. Ouais.
Puis les jeunes d'aujourd'hui savent pas c'est qui. Ça se termine. Là, c'est ça que le vélo, la carrière vélo est courte. Si tu fais pas d'autres choses un peu, comme tu as fait, ou peu importe, là, c'est le whoop, tout d'un coup, on tombe dans l'oubli un peu plus. Tu as parlé de Catherine Pendrell tantôt. Tu n'as pas dû connaître les années Marie-Hélène Prémont ici? Je sais c'est qui. Mais c'était complètement fou, là, les années. Marie-Hélène Prémont, t'allais une coupe, elle était tout le temps dans les 2-3 premières mondiales. Elle était très, très forte. Puis elle a commencé le vélo tard, là, c'est comme fin vingtaine, quelque chose comme ça. Non, c'est fou qu'il maintenant elle vit une vie anonyme. Là. Les jeunes ne savent pas c'est qui Marie-Hélène Prémont en ce moment. T'allais à une Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne, puis je me rappelle, c'était les grosses années de rivalité avec Gonrita. Oui. Puis je me souviens d'une course au Mont-Sainte-Anne où Gonrita est en avant. Puis tu sais, c'est bon, tu es allé aux Coupes du Monde, là, c'est bondé, il y a du monde partout sur le parcours. Gonrita est en avant, elle passe, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Puis là, tu entends une vague de bruit quand Marie-Hélène s'en vient, mais tu le sais où, parce que tu entends dans la montagne les gens crier. On n'a jamais revécu ça avec, tu sais, Catherine Pendrell est connue ici, pas tant, mais là, tu sais, elle venait de Château-Richer, 2 villages, juste à côté du Mont-Sainte-Anne. Mais la vibe qu'il y avait, puis je me rappelle, Gonrita, en entrevue, après, elle disait c'est épouvantable courir le Mont-Sainte-Anne. Elle dit je gagne, puis elle dit c'est comme si j'étais la dernière qui roulait en avant, puis elle entendait la vague de bruit qui arrivait en arrière. Elle pouvait se gager par le son. Oui, c'est ça. En arrière. 15 secondes. Puis loin. Là, 5 secondes. Mais moi, j'ai jamais revu ça. Là. On va sur les Coupes du Monde depuis 25 ans, probablement. 20-25 ans. Ouais, j'ai jamais vu ça. Là, on pourrait voir ça avec Raphaël. Là, Raphaël Carrier est à un niveau, j'ai hâte de voir quand elle va être élite, là, mais c'est quand même un niveau assez exceptionnel. Là. Vraiment. Mais... Fait que, bref, je sais pas où je m'en allais avec ça. Il a un gros chemin pour Raphaël, puis on veut pas mettre de la pression plus qu'elle a déjà. Il faut respecter ça aussi. Oui. Non, ça doit être beaucoup de pression à cet âge-là. Même, peut-être qu'elle dirait pas qu'il a de la pression parce qu'elle est craquée puis jeune et motivée, mais on le voit, là. Donc, moi, en tant que coach, je suis vraiment... connecté avec la santé mentale des athlètes. Puis pour moi, ça, c'est très important. J'essaie de protéger un peu d'une certaine façon d'aider. Puis ça inclut l'éducation des athlètes du club que je coach. Fait que je suis tout le temps... Quand j'ai l'opportunité, je vais les rappeler l'histoire du cyclisme, qui sont les Canadiennes qui ont fait l'histoire dans les vélos de montagne. Fait que l'année passée, je me rappelle, j'ai fait un quiz en fin de saison. On a fait un chasse au trésor, puis il y avait un quiz, puis il faudrait répondre aux questions. Puis j'avais tous les noms importants, j'avais sorti des statistiques, des choses. Puis fait que même s'ils ne savaient pas, ils ont appris ces jours-là. C'est qui Marie-Hélène Prémont? Je sais pas si tu avais écouté l'épisode 1 qu'on avait sorti, c'était ça avec Patrice Drouin. C'est revoir le premier épisode qu'on avait sorti, on avait rencontré Pat Drouin au Mont-Sainte-Anne, puis lui, il a été dans les pionniers, c'est lui qui a commencé les premières Coupes du Monde aux États-Unis. Le début des Coupes du Monde, c'était lui avec d'autres gens. On a tellement appris de trucs, là, fin des années 80. Et je veux dire, on avait 4-5 ans, les premières Coupes du Monde commençaient. Puis revoir ça. Il faudrait amener Guido Visser et son frère Georges Visser. Mais tantôt, tu as parlé de femmes brésiliennes, puis j'ai pensé à Jacqueline, parce que nous, on la connaissait ici. Je sais qu'elle est allée aux Olympiques quelques fois. Genre 8 fois. 8 fois? En été et en hiver. OK. Puis est-ce que c'est parce qu'elle avait la force d'aller aux Olympiques ou... Ben, en hiver, on s'entend, j'imagine que si tu es moindrement en forme, représenter le Brésil, ça va être plus facile au ski de fond qu'un autre sport, là, parce que ça doit pas être le sport le plus faible. Non, c'est pas comme les vélos de montagne en Suisse. Là. Non, c'est ça, exact. Mais elle a quand même un niveau de forme physique exceptionnel. Elle est très forte. Elle a une génétique incroyable et toute sa vie est autour de la performance sportive. Fait que
On s'enlève pas son mérite là, de tout ce qu'elle a fait. Puis il y a d'autres athlètes en ski au Brésil maintenant aussi là, qui challenge Jackie. Des filles qui ont grandi à l'extérieur ou des filles qui ont accès à un bon niveau d'entraînement en ski qui vont aller chercher aussi sa place au monde du ski. Mais en vélo de montagne, Jackie, quand elle est partie, elle a fait un hiatus de 10 ans en vélo de montagne pour se consacrer au ski, quand elle a déménagé ici. Et après 10 ans, elle a recommencé le vélo pour essayer de se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. Puis elle a réussi. Okay. Mais on a des gros calibres au Brésil, là. C'est pas des filles... c'est sûr que c'est difficile de performer en Europe quand tu viens de l'Amérique. Ça, c'est pour les Canadiens, pour les Canadiennes, pour les Américains, pour tout le monde, OK? Mais au niveau continental, Jackie, elle était là, au niveau top 3, là. Vraiment capable d'aller loin. C'est juste côté technique, à son âge, c'était plus difficile avec le développement des obstacles. Mettons, de gros sauts, des drops, c'était difficile pour elle. Mais elle a réussi à se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est impressionnant. Est-ce que toi, tu as passé proche de pouvoir penser te qualifier certaines années? Non, parce que j'avais pas assez d'expérience. J'étais vraiment en 2020, quand l'année 2020 a commencé. C'est l'année où j'ai commencé à aller chercher une performance, un autre niveau de performance. Fait que la dernière Coupe du Monde que j'ai faite, c'était à Snowshoe en 2019. Puis là, je commençais à monter une coche, puis être capable d'aller plus loin. Fait que j'étais très motivée pour 2020. Et je venais juste de gagner une course importante qui s'appelle Brazil Ride. C'est une course par étapes au Brésil. En 2019, c'était toutes les filles du niveau national, les plus fortes étaient là. Jackie était là, d'autres filles. On était vraiment en train d'aller chercher des points au niveau national pour représenter le Brésil aux Jeux olympiques. Et moi, j'étais la meilleure. J'ai gagné la course, puis j'étais vraiment à un autre niveau, là. Fait que j'avais hâte pour 2020. Mais ça déraillait un peu. On parle beaucoup comme si ta vie s'était arrêtée en 2020. Ouais. Mais parle-nous un peu dans le fond ce que tu fais, mettons, aujourd'hui en général, dans le monde du vélo. Bon, il y a eu une grande transition. La pandémie m'a vraiment affectée énormément. J'ai vécu une dépression, puis j'ai perdu tout mon désir. J'ai vraiment eu une aversion avec les sports. Mon corps m'a demandé de tout arrêter. Fait que je suis jamais revenue au niveau que j'étais avant. T'sais, il y a du monde qui sont capables de revenir, mais c'est comme si j'avais fait probablement, j'ai fait trop de choses dans un moment trop court, puis ça fait un... C'est quoi les mots de la mode? La trend. Ça m'a fait pas un breakdown, c'est un burn-out. Un burn-out, oui. Fait qu'après cette transition, on décide d'habiter ici, j'ai décidé de travailler ici, d'apprendre le français. Puis ça m'a amené où je suis maintenant, que c'est vraiment cool. Grosso modo, j'ai 2 jobs. Je travaille chez Empire 47 comme coordonnatrice du développement des affaires pour le marché touristique. Donc, c'est quand même nouveau pour Empire d'aller chercher ces marchés-là, puis avec autant d'intention, parce qu'on a de beaux produits. Fait que, si vous me laissez, je vais faire la publicité. Avec la navette électrique. Puis on est capable d'accueillir monsieur, madame, tout le monde avec notre flotte de vélos de montagne. Fait que ça, c'est pour ça qu'Empire m'a engagée. Et moi, je suis une passionnée de développement. Quand on parle de développement, d'aller évoluer quelque chose, de créer plus de connexions, de développer, c'est vraiment... Quand c'est lié avec mes valeurs, je suis enthousiaste. J'adore. Et mon autre job, c'est comme entraîneur, c'est une autre grande passion. Fait que c'est la façon j'ai canalisé toute mon énergie d'athlète dans ma carrière comme entraîneur. Et j'adore partager ma connaissance.
et d'aller chercher plus de connaissances aussi pour être un meilleur entraîneur. Donc là, je suis entraîneur au Club Sigma Assurance du Lac-Beauport au volet compétitif de cross-country et je suis entraîneur-chef cette année. Et je donne des cours privés à Empire 47 au niveau de coaching technique, d'instruction technique en vélo de montagne. Fait que je fais ces deux choses-là. Ton premier emploi ici, ça a-tu été avec Groupe Pentathlon? Oui, mon premier emploi, c'était avec Groupe Pentathlon. Je cogne encore sur la table, désolé. J'ai fait 2 pentathlons de neige au Plain d'Abraham et en Québec Single Track Experience. C'est vrai, ouais. Ben oui. C'était le dernier. Ben oui, malheureusement. Ouais. Puis la job au pentathlon, c'est ça qui m'a vraiment aidé à apprendre le français. Fait qu'ils étaient très généreux avec moi de m'embaucher avec un faible niveau de français parce qu'ils faisaient la confiance que j'avais des skills puis des choses que je pouvais amener à l'organisation pour un peu remplir le trou qui manquait, là, le niveau de français. Puis c'était vraiment génial. Puis ça m'a vraiment aidé à arriver où je suis maintenant. Wow. Ouais. Ben, je suis pas inquiète. Tantôt, tu disais, t'es arrivé ici, puis la blonde ou la conjointe de Raphaël, ça me faisait penser. Puis la première fois qu'on s'est connus, je me rappelle que je te présentais comme ça aux gens. Comme si c'était communément, puis les gens font puis là ils s'intéressent, mais je pense que rapidement ça va, sans rien enlever à Raphaël, mais ça va devenir avec le charisme que tu as puis la carrière que tu vas avoir, je pense que ça va devenir rapidement le contraire. Puis je me rappelle Pierre Harvey disait, t'as-tu connu Pierre Harvey? Oui. Alex Harvey? Alex, à un moment donné, il disait « J'ai été tellement longtemps le fils de Pierre, puis aujourd'hui, c'est complètement... » Ben là, il a pris sa retraite aussi, mais c'est complètement le contraire. Pierre Harvey, il disait « Moi, je suis plus le père... Tu sais, je suis le père de Alex maintenant. » Là. Il dit « C'est plus... Personne ne le présente comme étant mon fils. » Là. Il dit « Ça a complètement tourné. » Fait que tu sais, je suis pas inquiet là-dessus. Raphaël, pour nous, il a été très connu. Fait que je pense que ça a gardé l'influence aussi de dire la conjointe de Raphaël. Mais je pense que ça a dû t'aider aussi d'arriver avec une personne connue comme ça dans le vélo. Oui, ça ouvre des portes, c'est sûr. Parce que les gens... Raphaël, il a une crédibilité. Et si je suis la blonde de Raphaël, c'est comme ça vient avec une crédibilité aussi. Mais ça ouvre jusqu'où, là? Ça ouvre une porte, mais après ça, c'est ma job de prouver ça. Puis de réussir à prendre une place. Mais je voulais juste dire que je suis vraiment fière de Raph, de mon chum, de sa carrière. Je suis fière d'être sa blonde aussi. Et Raph, il est mon premier support, mon premier fan. Fan. Parce que fan, c'est aussi ventilateur. Mais ça se prononce exactement pareil. Il te rafraîchit. Aujourd'hui, tu me fais penser fan, là, mais aujourd'hui, je scrollais, je pense, Instagram, je sais pas trop, puis il y avait une vidéo beaucoup trop drôle où est-ce que la personne elle donne en cadeau un calendrier, puis là, c'est exactement là-dedans, un calendrier OnlyFans à quelqu'un, tu sais, fait que la première pochette, c'est une fille, tu sais, la première image, c'est une fille, là, à chaque fois qu'il tourne les pages, ben, c'est des ventilateurs à chaque page, fait que c'est un calendrier OnlyFans, mais avec Only des fans. Chaque page, il tourne, puis c'est des ventilateurs à l'intérieur. C'est drôle. Ouais. Mais merci de la comparaison avec deux légendes du Québec ou du Canada, là, parce que Alex et Pierre sont incroyables. J'ai eu déjà l'opportunité de les rencontrer, de les côtoyer, puis c'est vraiment des personnes fantastiques, là. Il y aurait plein de choses à dire. Pierre Harvey, si je me rappelle bien, il avait été aux Olympiques dans la même année, hiver et été, puis je sais pas combien de temps, là, je dis peut-être n'importe quoi, ce qu'on voit plus du tout aujourd'hui. Les gens sont surspécialisés, je pense plus que c'est possible aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Mais lui, il y aurait des choses c'est le fun de voir aussi, à dire, on en avait déjà parlé. Ouais. Moi, je voyais juste le raid en tête, mais il y a tellement beaucoup d'affaires. Mais, tu parlais de marathon tantôt, puis est-ce que c'est encore fort le marathon au Brésil? Oui, mais le cross-country a repris sa force. OK. Donc, ça a recommencé avec Avancini. Ouais. Mais le marathon est énorme parce que nous, on a plus de routes. C'est plus facile de faire du vélo de montagne dans des routes de terre, de gravel au Brésil que dans des sentiers. Okay. Parce que malheureusement, quand tu rentres dans les bois, t'es un peu
plus vulnérables parce que c'est un peu l'endroit où les gens vont se cacher, où il y a des choses un peu pas cool. Illégales, tu sais. Donc, il faut vraiment savoir où tu vas et comment, tu sais, et faire attention. Ne pas aller toute seule. Donc, c'est beaucoup de routes de terre avec des connexions en sentier. Puis là, ça devient « Ah, wow, j'ai découvert une boucle malade. » Puis on peut faire une descente en downhill, en sentier. Puis ça devient genre une chose genre spéciale. Mais normalement, tu passes genre 5 minutes dans les sentiers. Puis c'est comme si c'était une sortie de vélo de montagne. Tu sais, mais la majorité, c'est gravel. Mais il y a 20 ans, c'était ça ici. Là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'était ça. Puis on a parlé parce que je peux poser la question marathon parce que ici c'est mort complètement le XC marathon. Ça, ouais. Mais pourtant, il y a une recrudescence mondiale en ce moment. Il y a un championnat du monde, il y a des coupes du monde marathon. Mais je comprends pas pourquoi on n'embarque pas dans cette vibe-là, tu sais. Ouais. Puis les années du Raid Pierre-Hervé, on faisait Chicoutimi-Lac-Beauport en 3 étapes. Puis c'était du chemin forestier à 80% du temps, là, mais c'était comme ce que tu dis, puis c'était vraiment trippant. Je pense que la Gravel est allée chercher beaucoup cette clientèle-là, là, même si c'est des vélos de Gravel, puis il y en a beaucoup qui le font avec leurs vélos de montagne. Mais il y en a un raid encore. Peut-être qu'il reste... c'est le raid Val-des-Bras-du-Nord. Bras-du-Nord, mais je me demande s'il reste pas Mont-Valin encore, qui était là il y a un an ou deux, ou Saint-Félicien, il y en a eu un an ou deux, mais tu sais, Bras-du-Nord, c'est hyper populaire, c'est un record de participation. C'est le seul qui est resté aussi avec le temps, je pense. Il n'a jamais vraiment arrêté. J'ai l'impression que ça va être un peu comme dans toutes les disciplines et les modes qu'il y a eu dans le vélo. Quand ça arrivait ici, ça faisait déjà au moins 5 ans que c'était fort ailleurs. On dirait qu'au Québec, ça a tout le temps été long avant que quelque chose arrive. Ouais. Fait que il y a des cycles. J'ai l'impression qu'il y a des cycles dans tout. Puis on dirait que ce cycle-là, il va arriver ici, mais. C'est plate parce que c'est une belle discipline. Ça te permet de faire de longues distances et de voir plus les country, les montagnes, les endroits. C'est ça que je trouve magnifique. Puis ça te donne plus de temps de te connecter avec les compétiteurs, de travailler ensemble. Ou quand tu termines, il y a plus d'histoires à raconter. C'est pas le même niveau de stress. Non. Parce que un XCO... C'est une autre intensité. C'est 1 heure, 1 heure et quart. S'il y a quelque chose qui va pas bien, t'as pas beaucoup de chance pour te reprendre. Alors que là, ça se joue pas... il n'y a pas 30% de ta course qui se joue sur le départ. Là. Tu peux partir, puis t'as le temps de te reprendre. Oui. Puis, en lien avec ça... On a aussi BC Bike Race qui vient d'annoncer qu'ils vont terminer l'année prochaine, 2026, c'est la dernière année. Je l'ai faite l'année passée. C'était un rêve. C'est malade. Et j'aimerais vraiment refaire un jour, mais l'année prochaine, c'est le dernier. Ils vont changer des formats. Ils n'ont pas encore annoncé c'est quoi le changement, mais la course de 7 jours par étape, c'est probablement fini. Est-ce que la popularité baissait? Parce que c'était dur s'inscrire, il fallait s'inscrire d'avance. Bon, il y a un coût, c'est cher. Ouais. Et les gens, il y a plus de choses à faire, fait que les gens, avec cet argent-là, ils peuvent aller prendre des vacances ailleurs. Puis c'est juste que ils ont pas de public willing à faire l'inscription. Donc, c'est ça. Ils ont besoin de minimum 500 inscrits pour livrer la course telle qu'elle. S'ils n'ont pas... Dans le fond, ils ont besoin... 500, c'est le minimum. Ils ont vraiment besoin de 600. OK? 500, ils livrent une course avec une expérience un peu moins parfaite. Moins pimpée. Et maintenant, ils ont genre 400-450 inscrits. Fait que c'est ça. C'est parce que les gens, en tout cas, on dirait qu'à cette heure, les gens s'inscrivent tout le temps un peu plus dernière minute dans les événements. Ouais. Ils veulent plus faire tout l'événement sous la pluie ou des choses comme ça. Là. Ça a sûrement un impact. Là, parce que quand tu as justement juste, mettons, 300 inscriptions, puis tu es à 2 semaines de ton événement, tu n'as pas le choix de laisser faire à un moment donné. Parce que tu peux pas assumer que tu peux juste être 300 dans ton événement, puis ça a sûrement une influence. Ouais. Trans Rockies, ça c'est terminé depuis quelques années. Trans Rockies, oui. Mais, fait que ça coûte cher faire un BC Bike Race ou faire un Trans Rockies. Ça coûte très cher. Le coût de la vie a augmenté. Les gens n'ont pas de l'argent pour faire ça, comme peut-être on en avait un jour.
Parce que, tu sais, la comparaison, moi, j'aurais rêvé du Cape Epic. Là. Moi aussi. Puis, c'est un rêve. Là. Ça coûte cher. En Afrique du Sud, mais il faut que tu penses à 30 000 peut-être là, pour aller faire ça. Billet d'avion, inscription et un vélo de backup. Un bon parce logement. Que si tu vas là puis ça te coûte 30 000, t'es pas à 5 000 près d'avoir un deuxième vélo au cas où. Là. Fait que, ça te coûte la totale. Puis, une connaissance à moi qui l'a fait l'année passée, d'autres amis qui l'ont déjà fait, mais c'est un rêve. Ça. Mais ça, c'est des inscriptions des années à l'avance. Là. Fait que c'est surprenant qu'il y ait cette vibe-là, qu'il y ait une vibe marathon partout, puis que BC Bike Race. Puis, Et pour te donner un exemple, si on revient au Brésil, il y a beaucoup de Brésiliens qui font le Cape Epic à chaque année. Fait que ça coûte encore plus cher pour un Brésilien pour faire ça, mais c'est parce qu'il y a des gens très riches qui font du vélo de montagne au Brésil. Fait que c'est ça aussi qui rend le marché du Brésil intéressant pour les marques. Fait que comme tu parlais de Brazil Ride tantôt, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Ils ont encore beaucoup de gens qui participent. Puis, mais aux autres, ils ont diversifié leurs produits. Fait qu'ils ne sont pas juste une course de 7 jours. C'est une entreprise qui a réussi à vraiment faire tout un calendrier. À chaque mois, il y a une course différente avec un parcours différent, tout est trippant, c'est toujours sa coche. Fait qu'ils ont une clientèle fidèle ou des gens qui vont commencer à faire du vélo de montagne parce qu'ils ont vu ça à la télé puis ils ont rêvé de participer. Fait que ça vient avec un peu la vague Henrique Avancini. Henrique, il était très présent sur Brazil Ride, fait qu'il il y a du monde qui commence à faire du vélo pour participer à cette course-là. Pas nécessairement les 7 jours, mais les 1 jour ici, là. Ah, ben, ça va se placer. Là, il y a une vibe gravel au Québec très forte. Je regarde tous les événements de gravel arrivent sold out au moment là, de l'inscription. J'ai fait Buckland pendant la pandémie, c'était vraiment cool. Ben, je voulais le faire en fin de semaine, moi, puis le défaut de la gravel, c'est que c'est pire qu'un raid ou que le vélo de montagne si jamais c'est une journée mouilleuse ou boiteuse. Ouais. C'est un cauchemar, là, parce que tu es dans des chemins de gravel, c'est une petite poussière, tu passes à travers toutes les composantes de ton vélo. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui essaie. Moi, j'aurais espéré m'inscrire dernière minute, mais c'est plate pour les organisateurs. Là, on a déjà organisé des choses. On veut pas que les gens s'inscrivent dernière minute parce que s'ils annoncent la pluie, personne ne s'inscrit, c'est déficitaire. Oui, c'est compliqué ça. Et c'est même pour... maintenant, on vit le FEC, le Festival d'été du Québec, puis j'ai entendu parler à la radio que même pour les événements culturels ou musicaux des festivals, les gens n'achètent pas leurs billets avant de très proche, fait que c'est très compliqué. Ben, la Buckland, l'année passée, je suis allé voir les résultats la semaine passée, ça a été un cauchemar, là, que de la pluie. 40% des gens n'ont pas pris le départ. Wow. 40% des inscrits n'avaient pas pris le départ, 10% qui n'ont pas fini. Fait qu'au final, il y a eu 50% de moins. Puis ces événements-là, il doit y avoir une raison en arrière, mais ils limitent rapidement le nombre d'inscriptions. T'sais, fait que il y a sûrement une raison, mais le prix n'est pas trop cher tout le long. Puis moi, je me dis, mettons, la semaine avant, ben au pire... 50% de plus sur l'inscription, mais non, c'est comme 400 inscriptions ou 500 inscriptions, ils veulent pas aller plus haut que ça. Bon, peut-être parce qu'ils ont acheté des trucs en conséquence, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des événements qui pourraient avoir énormément de monde. Oui. Ah, j'aimerais tellement que les raids reviennent à Québec, parce que je rêve de pouvoir faire du vélo partout ici, mettons les raids de Pierre Harvey, des choses comme ça, de vraiment aller dans des terrains qu'on n'irait pas, juste pour s'entraîner. Le parc des Laurentides, là, ça, c'est des terres publiques. Là. Fait que c'est tout un endroit où on peut aller rouler sans problème, sauf en période de la chasse. Là. Puis ils ont même commencé, parce que là, avec la mode de la gravelle, sur le site internet de la réserve faunique des Laurentides, ils ont mis des parcours de gravelle à faire, puis des parcours de bikepacking aussi. Fait qu'ils te proposent des 100-150 km où dormir, puis tout ça, c'est gratuit là, d'aller rouler. Puis j'en ai fait une raid l'année passée à partir de la forêt Montmorency. C'est incroyable. Là. On a fait un 80 km, super beau. Tu peux même partir du Camp Mercier. Fait que d'ici, du lac Beauport, c'est pas loin. Oui. Puis t'en as. À faire. Oui, vraiment. L'idéal, plus avec un vélo de montagne qu'un gravel. Un gravel, ça fait, mais ça brasse un peu.
Oui, un hardtail, pour ça, c'est parfait. C'est ça que c'est populaire au Brésil. Ouais. Ouais, le hardtail. Si la route est trop rough, oui, peut-être un double, mais... Ouais, moi, je m'équipe d'un hardtail fourche rigide l'an prochain. Oh! Pour faire des trucs comme ça. Wow! Bon, avec de bonnes rues, puis des pneus là, quand même slick, là, puis d'avoir les deux, là, moi je peux plus faire de compétition de vélo de montagne, là. Comment? Des pneus à 15 livres. Ouais, non, peut-être pas tant que ça, mais moi je peux plus faire de compétition de vélo de montagne, mais ça je peux encore, ces compétitions-là. On va faire ça ensemble! Allez, faire un tour. C'est juste que maintenant, j'ai pris une petite pause parce que je suis en train de fabriquer un bébé. Oui, j'ai appris ça c'est le fun, félicitations. Ouais, merci. Oui, tu vas voir, ça va être un changement de vie. Oui, mais moins longtemps qu'on pense. Ah ouais? Quand l'enfant vieillit, ça revient à une vie comme avant rapidement. Oui. Tu vis ça, ton enfant qui... Oui, un enfant qui a 5-6 ans, qui est une personne elle-même, là, puis qui prend ses décisions, puis tu reviens dans tes habitudes aussi que tu avais de moins familiales. Tu t'es jamais t'empêcher non plus de t'entraîner et de faire du sport. Non, on entend souvent que tout d'un coup, tu as un enfant puis tu peux plus rien faire. Puis... On avait juste une là, aussi. Là, mais on continue à bouger. Roxane s'est mis à faire du vélo après avoir eu un enfant. Elle en fait plus que jamais. Ça m'étonnerait que tu arrêtes parce que tu as un enfant. C'est ça. Souvent, c'est dans les premiers mois sont intenses. Après ça. Mais tout ça l'accouchement, la grossesse, les choses... Les consignes médicales ont beaucoup changé, sont beaucoup plus à jour maintenant, parce que une femme n'a pas besoin d'arrêter sa vie pour vivre une grossesse. Si elle est en santé, que son bébé est en santé aussi, c'est recommandé de continuer les activités. C'est sûr que tu vas diminuer les risques de chute, tu vas faire plus attention de qu'est-ce que tu fais, mieux choisir qu'est-ce que tu fais, mais... au Brésil, au moins, les médecins ont tendance à dire « Pas de vélo! Oh my God! » Mais ici, c'est différent. Si le médecin m'a dit « Si c'est quelque chose que tu aimes faire, qui t'es habitué, c'est à toi de décider jusqu'où tu vas y aller, combien tu vas faire. » Puis maintenant, c'est vraiment le fun parce que je suis encadrante pour les buloses au Empire 47. Et je suis avec le groupe 1. Fait que c'est les filles initiation. Donc, on fait beaucoup les sentiers de base, la pète puis répète, cul de castor, des choses très tranquilles. Minotaure, je me sens bien. Puis, ils sont toutes des mamans. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, elles ont dit, j'aurais aimé être capable de faire du vélo pendant que j'étais enceinte, mais elles faisaient pas du vélo dans leur vie. Fait que c'était pas une option pour elles. Mais... Elles sont... j'ai demandé, est-ce que vous vous sentez à l'aise, que j'ai continué de vous encadrer, même si je suis enceinte, parce que ça se peut qu'il y a du monde qui sont pas à l'aise, tu sais. Mais c'est le contraire, c'est comme, non, on veut que tu restes. C'est vraiment le fun, c'est une inspiration. Puis elle voit que je respecte mes limites, puis... J'ai une amie, moi, qui en a fait vraiment longtemps enceinte, là, puis tellement, là, que quand je me rappelle... Notre père, il l'avait croisé en vélo, puis elle était tellement enceinte qu'elle pédalait là, vraiment comme ça. Puis il a dit, voyons, c'est qui ce monsieur-là qui pédale avec une grosse bedaine, les jambes là. Elle a fait vraiment longtemps, là. Je me souviens pas qu'elle s'amène. Là, mais j'avoue que j'ai pas envie de faire du vélo pour moi-même parce que j'aime ça aller vite, puis je me sens pas bien. C'est sûr que je vais pas rouler vite, là. Aucune chance. Fait que j'ai fait du vélo. Dans les moments, je coach les buloses, mais j'ai pas envie de faire du vélo. Tu sais, pour moi-même, je préfère aller faire du hiking. Ça, c'est très personnel. Ben, c'est ça, exact. Tu veux pas te mettre à risque non plus. C'est ça. J'ai des amis qui ont fait du vélo de route pendant toute leur grossesse. Je sais pas si je vais être cette personne. Mais c'est correct. C'est correct. Sweet. Comment tu as trouvé quand tu es comme plus venu au Québec au début, là, il y avait déjà beaucoup les groupes de filles, puis les rassemblements, puis comment que... c'était assurément très différent au Brésil. Là. Je sais pas, t'as-tu comme un genre de « Wow, c'est donc bien organisé ici, c'est donc bien ouvert à tous » ou... J'ai été enchantée, je sais pas si ça c'est le bon mot, mais avec les structures des clubs. Parce qu'on n'a pas les structures des clubs au Brésil.
Les clubs au Brésil, les plus proches d'un club au Brésil, c'est soit un club physique où tu te prends un abonnement et tu as accès à une piscine, à un gymnase, puis il y a des équipes sportives, puis c'est où les joueurs de soccer commencent. Dans le fond, c'est dans ces endroits-là, mais c'est une place physique, tu sais. Et c'est normalement un organisme à but lucratif, ou c'est différent d'ici. Ouais. Sinon, c'est un club à but lucratif pour faire de la course à pied ensemble ou pour faire du vélo ensemble. Puis il y a des entraîneurs, puis tu payes un montant fixe, puis... Mais c'est pas pour le développement du sport. Donc ici, quand j'ai compris comme le fonctionnement des clubs, que c'est un endroit pour le développement du sport pour les jeunes, où les parents sont aussi impliqués, où il y a du bénévolat, puis tout le monde est impliqué. Donc pendant que les enfants s'entraînent, les adultes s'entraînent aussi. Et la coordination de tout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Puis là, je me suis inscrite. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé, dans le fond. Je me suis inscrite dans le club de ski de fond du Moulin pour apprendre à faire du ski de fond et aussi rencontrer du monde puis avoir une vie un peu plus sociale. Et ensuite, je me suis inscrite au club Mathieu Performance pour créer une gang d'amis pour faire du vélo ensemble. Et c'était vraiment le fun. Et une autre chose que j'ai faite, je suis allée dans les groupes de vélo de route du café... c'est quoi le nom? Les trucs... Cartel. Cartel, ok. Ouais, fait que j'allais dans les sorties du cartel. Au début, c'était vraiment le fun. Puis là, personne ne me connaissait, puis j'arrivais avec mon vélo de gravel, puis j'ai... Ouais. Ben, il y a une vibe femme dans le vélo en ce moment depuis 4, 5, 6 ans qui est vraiment fort, peut-être plus, mais tu sais, c'est très fort au Québec, puis c'est vraiment cool. Ouais. C'est hot. C'est vraiment hot parce que, genre, je roule avec Caro Villeneuve, puis Caro, elle était championne mondiale master en 2019. Là, ça, c'est énorme. C'est elle que je parlais tantôt qui pédalait quartier. Ah oui! Ça se peut pas. Ouais, et puis c'est elle que je parlais aussi qui a pédalé toute sa grossesse. Okay, c'est ça. Puis maintenant, Alexa a 6 ans, sa fille, puis elle est incroyable. Puis sa fille, elle a la même jambe que la maman. C'est pareil. Oui. C'est fou, ça. Ouais. Good. Donc, c'est une belle communauté. Ouais. En résumé, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces petits coins de paradis que je trouve, même malgré la météo qui pleut trop, parfois il neige pas assez. Mais pour moi, c'est un petit coin de paradis. La communauté, la nature, toutes les possibilités qu'on a ici à Québec. On est choyés. On a tout ce qu'il y a de la grande ville sans les défauts de la grande ville. Ouais. Oui, c'est quand même une ville de 500 000. Ouais. On a accès à tout. On a un aéroport à 20 minutes de chez nous, qui c'est un aéroport qui nous connecte à tout. C'est vrai. C'est malade. Comme hier, je suis parti de la village à Cartier en 25 minutes au Galet de la Capitale. Ouais, super expérience. Ouais. Écoute, merci. Merci. C'était vraiment le fun. Ouais. C'était vraiment intéressant. Pour moi, c'était incroyable de parler. Je sais pas s'il va y avoir du monde qui vont écouter ça, mais ce que j'aime, c'est que probablement que normalement, on t'aurait payé pour que tu viennes au podcast. Non, dans ton ancienne Dans ton ancienne vie, on t'aurait payé. Non, mais là, on a été moins assidus parce que l'année passée, on faisait un épisode par mois. Fait qu'on a quand même des bonnes écoutes. Là, ça a baissé un peu parce qu'on est moins assidus, mais on a quand même pas mal de monde. C'est le fun. Oui, c'est pour vrai, là, on a eu des épisodes à plus que 2000 écoutes. Là. Wow. Tu sais, je veux dire, pour le plaisir de faire ça entre frères. Vous avez eu de très bons épisodes. Là. C'est le fun de vous écouter. Merci. Oui. Ça va en être un bon aussi, celui-là. Merci. Merci à toi. Puis avant de partir, il faudrait peut-être juste remercier les gamines pour le lieu. On l'a pas fait au début de l'épisode. Fait que petit café de Stoneham. La bouffe est bonne, le café est bon. L'ambiance est le fun. Oui. Fait qu'on vient souvent travailler ici, nous. Les sont incroyables. L'ambiance de communauté qui est autour des gamines. Il y a un club de course là, de 6 heures le matin qui court ici. Il y a plein d'activités avec les gamines. Et honnêtement, c'est le type d'endroit qui change la vie d'une communauté. Ouais.
Ah, on l'a vu ici, genre, là. La possibilité de venir ici, c'est du bonheur, là. C'est de la beauté, c'est des rencontres, c'est plein de choses, là. C'est important. On vient autant travailler, mettons, ici, parce que, tu sais, c'est l'ambiance est le fun, puis que quand, mettons, avec ma blonde, on commence un petit week-end, qu'on va à quelque part, là, tu sais, on part en vacances, ben, on dirait que notre matin, on arrête ici en partant, genre, on dirait que ça commence les vacances, fait que c'est ça. On aime beaucoup la place. Ouais, merci, vraiment. gamine. Exactement. Fait que, ben, sur ce, c'est la fin. Merci. Merci bien. Merci.